Quand notre ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, s'attaque à la forteresse de Bercy, c'est l'enquête écho de cette semaine du magazine Le Point, signé Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, à lire effectivement, on va voir la couverture à lire cette semaine dans Le Point. Alors c'est vrai qu'on a souvent reproché au président de ne pas respecter sa promesse de suppression de postes. J'élargis un peu le sujet, mais c'est intéressant, c'est lié à Bercy, hein. Cette suppression de postes de 50 000, qui était l'objectif en début de quinquennat. Voilà, dans la fonction publique d'État, on sera a priori, tout se passe bien, à un niveau 5 fois plus faible. Mais là-dedans, il faut quand même reconnaître que Bercy a quand même largement contribué. Bien sûr, c'est un ministère qui depuis des années contribue beaucoup à la baisse des effectifs et il faut savoir que dans la fonction publique d'État, beaucoup de gens estiment qu'il ne reste pas beaucoup de gras parce que beaucoup a été coupé, contrairement à ce qui s'est passé dans les collectivités locales. Et depuis le début du quinquennat, Gérald Darmanin, qui est un ministre très politique, a envie de se présenter comme un des ministres qui réforme le plus son propre ministère et qui est en quelque sorte le bon élève de la réforme, de la modernisation de son ministère. Il n'y a évidemment pas que les coupes dans les effectifs, mais il dit « je modernise mon ministère, je fais des transformations » selon le terme macroniste. C'est le terme macronien, ça. C'est ce qu'ils adorent. Ils adorent dire transformation à la place de réforme. Et il dit grâce à des transformations, je peux avoir des gains d'efficacité et donc réduire les effectifs de façon intelligente. Les faits lui donnent raison. Il dit je ne suis pas un gestionnaire, je suis un transformateur, c'est ça? Oui, exactement. Les faits lui donnent raison. Il faudra voir un petit peu ce que donnera cette réforme de Bercy. On ne peut pas nier que sous son impulsion, il y a eu quand même pas mal de chantiers ouverts, les relations avec l'administration, par exemple des contribuables qui ont maintenant un droit à l'erreur, la suppression de la taxe d'habitation qui va permettre effectivement de libérer du temps pour les agents du fisc pour faire autre chose ou pour diminuer les postes. Cette réorganisation du réseau territorial de la Direction générale des finances publiques, donc des impôts, de la relation avec l'usager, qu'elle soit entreprise ou particulier. Et donc cette réorganisation, elle fait pas plaisir sur le terrain. C'est un réseau extrêmement dense de trésorerie qui a commencé à être réduit depuis des années. Et là, Gérald Darmanin, il poursuit le mouvement, mais en disant « moi, je change de logique. Avant, on fermait tous les ans des trésoreries sans le dire. Du coup, ça contribuait à la désertification des zones rurales, etc. » Et en quoi est-ce qu'il fait différemment, lui? Maintenant, moi, j'ai un plan pour faire ça de façon rationnelle, tout en augmentant les points de contact de l'administration avec le public. Et voilà, et donc on peut rentrer dans le détail sur la façon dont ça va s'organiser. Qu'on comprenne aujourd'hui, donc il va y avoir une poursuite des fermetures des centres des impôts. Il y en a aujourd'hui 2500 sont vos chiffres, 2500 sur le territoire, et en 10 ans, vous dites 1200 ont été supprimés. Il va continuer à les fermer, mais en contrepartie, que propose-t-il pour éviter justement, pour lutter contre cette désertification et ce transfert des services publics, notamment. En fait, l'idée, c'est de regrouper les services des impôts, que ce soit les centres des impôts destinés aux particuliers, les centres des impôts destinés aux entreprises et les centres des impôts, parce qu'on sait très peu que l'administration fiscale contrôle les comptes des collectivités locales, donc valide toutes leurs factures, vérifie tous les paiements qu'ils font, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des trésoreries. Il y a des trésoreries qui sont spécialisées sur le terrain là-dessus. Et toutes ces tâches-là vont être regroupées pour faire des économies d'échelle sur les systèmes informatiques, les back-office, etc. Tout en laissant des points de contact, encore une fois, pour les contribuables. Voilà, qui ne sont pas dans la contrepartie, et il faudra voir si le gouvernement tient ses promesses, c'est de dire ok, on va regrouper pour être plus efficace parce que des petites trésoreries où un agent du fisc gère à la fois l'accueil du public de temps en temps, puis gère les finances d'une collectivité locale et puis peut répondre à des questions d'une entreprise, c'est pas du tout efficace. Donc ça, on ne peut pas le garder. Donc il y aura plus ce bâtiment dédié à la trésorerie, ce qu'on appelle la trésorerie. Mais par contre, on va vous envoyer des agents qui viendront sur prise de rendez-vous, qui seront logés dans des mairies après des accords avec des collectivités locales pour répondre à vos questions. Le gouvernement veut notamment... Ça génère vraiment des économies, ça? Parce qu'on voit l'économie sur le foncier, là, pour le coup.
Oui, on voit sur l'immobilier. Oui, Gérald Darmanin insiste beaucoup sur le fait que l'immobilier, c'est un des postes importants de dépenses du réseau de Bercy. Donc ça génère des économies sur, encore une fois, le regroupement du back-office, la mutualisation des moyens, des économies sur l'immobilier, plus d'efficacité dans l'action des agents. Mais par contre, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont ralenti le rythme de suppression d'emplois en général sur l'État. Et Gérald Darmanin dit, moi je supprime des emplois, mais moins vite qu'à une époque. Donc j'en supprime encore à peu près 1500 par an. 10 000 a priori sur l'ensemble du mandat Macron, 10 000. Oui, hein. oui. D'ailleurs, 10 000, pardon pour la petite parenthèse, mais 10 000 postes supprimés encore une fois à Bercy sur 5 ans entre 2017 et 2022, alors qu'on attend 10 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'État, si elles sont atteintes sur 5 ans, c'est pas les mêmes. Enfin, si on se dit que Bercy a tout fait. Bercy contribue à 100%. Alors effectivement, pour supprimer, alors maintenant les 50 000 on oublie, hein, c'est plus l'objectif. C'est 10 500. Ouais. Donc pour faire encore, il faut les faire, il faudra les faire. Voilà, on a fait la moitié, même pour pas faire la moitié. ces 10 500 suppressions de postes, il y a certains ministères qui en font beaucoup plus. Ah. En tout, il y a 27 500 suppressions de postes. Et il y a d'autres d'autres ministères, à Bercy. dont 10 000 à Bercy, et d'autres ministères, eux, regagnent des postes, conformément aux promesses d'Emmanuel Macron de renforcer tout ce qui est ministère régalien, la sécurité, l'armée, la défense, la justice. Et donc, en fait, c'est essentiellement le ministère de l'écologie et des transports qui assume ces coupes, et Bercy qui est le premier ministère à couper des postes. Donc, pardon, parenthèse refermée. Donc, si on vient à notre sujet sur ces centres des impôts qui vont être, pardon de le dire, rayés de la carte, pour le contribuable qui vit dans le monde rural, c'est une catastrophe, ou justement parce qu'il y aura des agents qui viendront, je ne sais plus, 3 000 tous les ans de Paris pour aller un peu partout en France? Non, pas du tout. Alors, la question, c'est le service rendu. Enfin, encore une fois, le risque d'être de désertification, encore une fois. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une fronde, il y a eu une grève nationale le 16 septembre. Les agents des impôts se sont mis en grève, mais ils étaient soutenus par des élus locaux qui ont publié des motions refusant la réorganisation du gouvernement. Alors, ils n'ont pas de pouvoir pour la refuser réellement, mais quand les élus, avant les municipales, disent non, ça va encore désertifier nos campagnes, on aura moins de services publics, etc., le gouvernement est obligé de l'entendre. Et donc Gérald Darmanin, il faut lui reconnaître ça, avant même le mouvement des Gilets jaunes, qui était très axé sur ce thème, avait dévoilé un peu les grandes lignes de sa réforme et prenait déjà en compte cet aspect des choses. Et il disait, on peut s'organiser autrement. On peut, au lieu d'avoir une trésorerie ouverte de 10h à 17h, 3 jours par semaine, avec un agent qui ne peut parfois pas vous accueillir sur toutes ces plages horaires, eh ben, on va vous mettre au moment des campagnes où vous avez besoin d'avoir des relations avec le fisc. On va vous faire venir un agent. Des campagnes. Pendant les campagnes de déclaration de revenus, pardon. On va vous faire venir un agent dans votre mairie, on fera déplacer les agents, on utilisera les maisons de services publics que Emmanuel Macron a voulu développer après le mouvement des Gilets jaunes en les appelant les maisons France Service, mais qui existent déjà, elles s'appellent les MSAP. Ces maisons-là devront gagner en qualité de service et devraient permettre, il y aura des agents du fisc qui seront là certains jours par semaine et qui offriront les premiers conseils aux contribuables. Ça ne devrait pas se ressentir du point de vue du contribuable. C'est ce que, en tout cas, c'est la promesse que fait le ministère. C'est très difficile de savoir, effectivement. Parce que si ça ne change rien sur le terrain, les agents et qu'en plus ça coûte moins cher à l'État, c'est tout bénef. C'est ce que Gérald Darmanin essaie de faire passer comme idée. Évidemment, les agents, eux, ils sont inquiets. D'abord, ils voient qu'ils vont faire plus de kilomètres pour aller travailler tous les matins. Parce qu'ils sont implantés sur un territoire, leur trésorerie ferme. Ils vont devoir se regrouper avec des collègues dans une ville qui peut être plus éloignée. Bercy dit que ça sera pas plus de 25 km en moyenne de plus tous les matins, mais n'empêche que ces agents-là, soit ils devront déménager, ils auront une aide pour déménager, soit ils auront plus de kilomètres à faire, donc ça bouleverse un peu leur vie de famille. En général, ils ont acheté un bien avec un prêt sur 20 ans et ce bien-là ne vaut pas grand-chose parce que dans des territoires très ruraux, les prix n'ont pas du tout augmenté, donc pour revendre, c'est très compliqué, surtout quand c'est des territoires qui ont perdu des populations. Donc il y a une véritable inquiétude, et puis les villes qui perdront des trésoreries, c'est pas seulement de l'accueil du public, c'est aussi des gens qui travaillent sur la commune, qui sont là, qui mettent leurs enfants à l'école, qui font vivre un peu la commune. Donc ça, effectivement, il pourrait y avoir des villes qui vont perdre encore des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, un certain niveau de vie, qui font vivre la ville.
Pour répondre à ça, Gérald Darmanin, encore une fois, avant le mouvement des Gilets jaunes, a dit pour répondre à ça, on va déconcentrer une partie de l'administration qui aujourd'hui est en Île-de-France, qui est, voilà, c'est on ça, va les la 3 à mettre. 4 000 agents. Les 3 000. 3 000, pardon, 3 000 agents. 3 000 agents. Tous les ans. Non, 3 000 agents, ces 3 000 agents, on va les faire en quelques années, on va les faire s'installer en province en fait. On délocalise des services en province et donc là, ils vont publier, ils s'apprêtent à publier un appel d'offres pour savoir quels territoires sont prêts à accueillir ces agents et pour que ça soit attractif pour les agents. Et donc, c'est censé compenser… Sur la base du bénévolat d'ailleurs. Oui, enfin sur la base du bénévolat, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on ne forcera personne à déménager. Vous savez qu'il y a la loi fonction publique qui a été publiée récemment, qui développe des outils pour permettre aux fonctionnaires qui le souhaitent de changer plus facilement de service tout en gardant leur rémunération, s'ils ne veulent pas partir d'Île-de-France, pour déménager, offre des aides au déménagement, leur permet de partir plus facilement vers le privé s'ils ont envie par le biais d'une rupture conventionnelle adaptée à la fonction publique. Donc, tous ces outils seront mobilisés pour que ces agents puissent être redéployés. On ne fait pas ça du jour au lendemain, on ne dit pas, voilà, tout votre service, demain, en 2020, au 1er janvier, vous allez déménager, mais en quelques années, on va redéployer des agents sur le territoire pour diminuer un peu ce centralisme des administrations. Jacobine, très française. Voilà. Il ne nous reste même pas une minute, Marc. Sur la suppression de la taxe d'habitation et l'instauration du prélèvement à la source, quel impact pour le coup sur l'organisation, même sur… le nombre d'agents. Alors c'est un des arguments que fait valoir Gérald Darmanin. Il dit, moi j'ai fait des transformations, ce qui va me permettre ensuite de baisser les postes. C'est ça qui me permet de baisser les postes et non pas le coup de rabot habituel, parce que je supprime un impôt qui coûte très cher à récolter, qui concerne des personnes fragiles, qui ont souvent besoin de venir dans les centres des impôts, etc., qui ont souvent besoin de délais de paiement, etc. Parce que je supprime cet impôt, je peux récupérer des agents qui seront soit consacrés à faire autre chose de plus intéressant et de plus, en tout cas, qui a un rendement supérieur pour l'administration fiscale, soit justement à réduire les effectifs. Avec un chiffrage, c'est là-dessus qui compte. 4 000, j'ai vu, je vous ai lu, 4 000 postes potentiellement. C'est ce que dit potentiellement Bercy. Peut-être supprimés. Voilà, sachant que ça laisse évidemment dubitatif les syndicats qui voient que pour l'instant, eux, ils ont des taxes d'habitation qui se réduisent, mais enfin qui est toujours là, et donc il faut toujours la gérer, il faut toujours envoyer les documents, etc., les gérer pour les collectivités locales, les reverser aux collectivités locales, etc. Donc tout ça, c'est du réglage fin, et c'est une tentative de réforme qui semble être pensée, mais la mise en place sur le terrain, est-ce que ça va être une bonne réforme, ou est-ce que ça va être un énième coup de rabot, il faut un peu de temps pour le savoir. A priori, supprimer un impôt, supprimer la taxe d'habitation, le prélèvement à la source, c'est très efficace. Ça permet, l'année prochaine, Gérald Darmanin dit, on va commencer à expérimenter un impôt où il n'y aura plus besoin de faire de déclaration de revenus. Si votre situation fiscale ne change pas, on va considérer que votre déclaration fiscale, c'est une déclaration tacite, et donc si vous ne dites rien à l'administration fiscale, elle n'a plus rien à faire. Elle reconduit juste le taux qui s'adapte à vos revenus de l'année suivante. Donc, c'est un gain d'efficacité énorme. Donc, effectivement, c'est une réforme d'ailleurs qui a été initiée par M. Eckert et M. Sapin sous François Hollande. Et donc, c'est que Gérald Darmanin se fait fort d'avoir poursuivi malgré les doutes du président de la République. Il s'est battu, et lui et son administration se sont battus pour que cette réforme aille jusqu'au bout. Et là, il se présente un peu comme le ministre courageux qui est allé au bout de cette réforme. Et cette réforme va évidemment induire des gains d'efficacité, même si pendant l'année de transition, eux, les syndicats de Bercy répondent « mais non, mais pas du tout. Pour l'instant, ça entraîne pas mal de questions. Il y a les revenus exceptionnels de l'année 2018, savoir comment ils doivent être imposés, etc. » Mais à terme, on peut espérer que cette réforme du mode de prélèvement de l'impôt puisse permettre réellement des économies structurelles, même si ce n'est pas quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Voilà donc, quand Gérald Darmanin s'attaque à la forteresse, à la citadelle de Bercy, c'est donc l'enquête écho de cette semaine du magazine Le Point, dont on voit la couverture. Voilà, Darmanin défie la forteresse de Bercy. Merci beaucoup, Marc. Merci, David. Bonne journée.